Sais-tu vraiment ce qui se passe quand tu mets une note à un livreur, un Uber ou un resto sur Google? Pire, sais-tu qu'il y a des notes cachées sur toi, que tu es noté partout, tout le temps, sans être au courant? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi, à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Vincent Caucase pour parler de ton docu Un monde 5 étoiles qui sort sur Slash, la plateforme de France Télé. Salut Vincent. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes, tu es journaliste et co-auteur avec Ismaël Alissat du livre La Nouvelle Guerre des Étoiles, où vous avez mené l'enquête sur comment les notes et les étoiles ont discrètement envahi notre quotidien avant de l'adapter dans un docu qui s'appelle donc Un monde 5 étoiles. Et vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'on note? Est-ce que c'est utile? Quelles dérives existent? Et vous avez découvert qu'il y a deux types de notes. Celles qu'on connaît, les avis Google, TripAdvisor, et les notes cachées sur toi qui nous écoutent, dont, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, qui font froid dans le dos et dont on parlera en deuxième partie. Pour commencer, l'idée de ton enquête sur les notes, elle est née d'une anecdote avec un livreur Darty venu innocemment installer une machine à laver chez toi. Et il savait pas que ça allait créer tout ça. Et il a dû monter au 3e étage, l'installation se passe bien, et à la fin, il te demande si tu peux lui mettre une bonne note. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, en gros, il me demande de lui mettre une bonne note. Je lui dis évidemment pas de problème. Il me sort une tablette pour que je lui mette immédiatement la note. Et en fait, il me dit, par contre, une bonne note, c'est plutôt 9 ou 10. Et parce que, en fait, à partir de 8, moi, je peux perdre de l'argent à la fin du mois. Donc, je suis assez étonné, parce que pour moi, 8 sur 10, je pense que pour en France, tout le monde, c'est plutôt une bonne 8 note, sur 10, c'est plutôt même une excellente note, 16 sur 20. Et en fait, il m'explique que il doit atteindre une note moyenne très élevée. Je sais plus si c'était de l'ordre, ça remonte, mais c'était de l'ordre de quelque chose comme 9,2 sur 10. Lui, il était plutôt à 9 de moyenne. Et donc, si je lui mettais 8, je faisais baisser sa moyenne. Et donc, potentiellement, il perdait une prime à la fin de l'année ou à la fin du mois. Donc là, je me suis rendu compte de plusieurs choses juste sur cet échange. C'est-à-dire, à la fois, moi, je savais pas que quand Darty, pour ne pas les citer, me demandait d'évaluer la qualité du service, en fait, c'est pas Darty que je notais. Mais là, en l'occurrence, c'était le livreur directement de ma machine à laver. Et en plus, ce que je savais pas, c'est qu'il me disait qu'à partir de 7 sur 10, c'est des très mauvaises notes. C'est considéré comme 7, c'est une mauvaise note, 6, c'est une très mauvaise note. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent 6 sur 10 ou qui mettent 4 étoiles sur 5 en pensant que c'est une bonne note. C'est pas une bonne note. L'idée de l'enquête, elle est partie de là, de ce double étonnement. Le barème, on le connaît pas, on met des notes sans savoir. Et surtout, on connaît pas les conséquences des notes qu'on met. Donc il y a un geste qu'on fait tous, c'est pas de façon quotidienne, mais très régulièrement, de noter des gens, des services. On sait pas qui on note, on sait pas sur combien on les note, alors quel est le vrai barème derrière, et on connaît pas les conséquences. Et ça, voilà, quand on est journaliste, ça donne envie forcément d'en savoir un peu plus, quoi. Ouais. J'avoue que rien que là, en pressant, le décalage immense. Toi, tu notes en 2 secondes à l'arrache, basé sur rien, sans connaître le travail de la personne. Du coup, on a un pouvoir énorme sur, par exemple, la rémunération de ces travails qui, en général, sont précaires en plus, sans même le savoir. C'est marche sur la tête, quoi. Ouais. Et juste, en fait, l'anecdote, elle va un peu plus loin que ça. Je crois que ça, pour le coup, on raconte pas dans le livre. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette interaction-là avec le livreur Darty, elle a lieu, je crois que c'est vraiment un jour ou deux après que je vois le fameux épisode de Black Mirror qui met en scène Black Mirror, cette série britannique. Il y a dystopique. Il y a un épisode qui s'appelle Nosedive où chacun note son voisin, ses amis, mais aussi les salariés. Et donc je vois cet épisode. Je me dis le lendemain ou 2 jours après, le livreur me dit un peu embêté, voilà, est-ce que vous pouvez me mettre une bonne note? Et je me dis, si on met bout à bout entre le chauffeur Uber qui peut perdre son taf, donc c'est son gagne-pain du jour au lendemain parce que sa note descend en dessous d'une certaine moyenne. Pareil, de l'ordre de 4,3, 4,4, 4,5 sur 5. Un chauffeur qui a 4 sur 5 de moyenne est désactivé de la plateforme. Encore une fois, 4 sur 5, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils mettent 4 sur 5 à un chauffeur, ils ne se disent pas qu'ils mettent cette note pour que lui perde son taf. Oui. Alors qu'en fait, c'est le signal qui est envoyé à Uber, ce qui est délirant. Parce que par ailleurs, c'est des critères de notation américains qui ont été importés tels quels. Aux États-Unis, si on est à peu près content, on met 5 sur 5, on met 100%, on met... En France, on a aussi cette culture on met jamais 20 sur 20. C'est-à-dire que même les excellents élèves ont 18 sur 20. Donc 4 sur 5 dans la tête de n'importe quel consommateur français, c'est une excellente note. Pas pour Uber. Et donc, en fait, je me dis, si on met bout à bout, voilà, les salariés sont notés, les chauffeurs qui sont même pas salariés, qui sont travailleurs indépendants sont notés, etc. Si on met tout ça bout à bout, en fait, il y a un truc qui ressemble pas à Black Mirror, parce que c'est pas un système unique centralisé de notation, mais on commence, il y a beaucoup de gens, en fait, déjà, qui sont notés. Et donc, j'avais fait un petit thread Twitter en compilant ce qu'on savait déjà de la note. Et en fait, le thread a assez bien marché, et j'ai eu assez vite des témoignages qui sont remontés de gens qui disaient, voilà, moi je bosse chez Picard,
quand les gens payent sur le terminal de carte bleue, ils peuvent me noter. Ils notent le passage en caisse, en fait, ils notent le caissier. Ah ouais. Des gens chez Orange qui disent intéressez-vous aux télécoms parce que dans les télécoms c'est du délire. Ouais. Il y a des feuilles affichées au mur avec la satisfaction client tous les matins de chaque salarié, etc. Et donc voilà, il commençait à y avoir beaucoup d'éléments. Et donc on s'est lancé avec Ismaël pour enquêter sur tout ça. En même temps, clairement, des fois, en tant que consommateur, t'as envie de mettre une mauvaise note à un livreur parce que, je sais pas, il a 3 heures de retard alors que toi, t'as posé ta demi-journée pour récupérer un colis ou un conseiller free, en fait, ta box internet est toujours pas réparée, quoi. Mais voilà, on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir sur le travail des gens qu'on note, quoi. Enfin, Et par ailleurs, on n'a aucune connaissance ou conscience des difficultés de production du service qu'on note. C'est-à-dire que, comme tu dis, le livreur qui arrive en retard, est-ce que c'est parce que les routes étaient coupées, il était pris dans un embouteillage, il a pas pu faire la moitié de sa tournée? Est-ce que son camion est tombé en panne parce qu'il était mal entretenu? Est-ce que c'est lui qui a pas fait son taf? Est-ce que l'organisation de impose une cadence DPD, infernale, etc. Voilà, est catastrophique. Donc voilà, on a suivi un livreur sur une tournée pour le film. Lui, il nous dit typiquement quand il y a des absents, on recrute pas des gens temporairement, on demande à nous d'absorber la surcharge de travail. Mais donc à chaque fois que tu absorbes une grosse surcharge de travail, tu bosses pour 2 au lieu de bosser pour 1 ou même pour 1,5, la qualité forcément elle se dégrade. Et à la fin, c'est lui qui est mal noté. Et c'est lui qui perd de l'argent à la fin du mois. Ouais. Et c'est ce décalage en fait. L'entreprise donne toujours un peu l'impression qu'on note le service dans sa globalité, l'entreprise et tout. Mais les conséquences à la fin, elles sont pour le salarié, elles sont pour le travailleur. Tu as dit, il dit quoi, un livreur Darty, par exemple, il faut qu'il ait 9,4, je crois, sur 10 pour avoir une prime. Dans les centres d'appel free, vous racontez qu'il y a un tiers du salaire qui dépend de ta note. Enfin, c'est énorme. Donc, le chauffeur Uber, effectivement, s'il n'a pas au moins 4 sur 5, il peut carrément perdre son job. Est-ce que toi, tu penses à d'autres conséquences d'une mauvaise note? Oui, voilà, les plus spectaculaires, de toute façon, c'est Uber, c'est tous ces travailleurs précaires qui, eux, sont en première ligne sur ça, puisque eux, la conséquence, c'est de perdre son taf. Au-delà de l'impact sur le salaire, t'as aussi l'impact en termes de risques psychosociaux. Ça, on a parlé avec des gens qui ont bossé sur ça. Il y a vraiment des cas de harcèlement sur la base de la satisfaction client. En gros, nous, notre grosse découverte, entre guillemets, dans cette enquête, c'est que les notes, elles sont présentées comme un outil pour mesurer la satisfaction des clients. C'est ce qu'on nous dit. Quand on reçoit un mail, on nous dit, voilà, pour nous permettre de nous améliorer, nous la Fnac, nous Carrefour, etc., on a besoin de récolter vos avis, et comme ça, on vous fournira un meilleur service. Mais en fait, quand tu demandes aux salariés, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont mises en place sur la base de ces retours, ils te disent, nous, on n'a jamais vu. S'il y en a, on n'a jamais vu. Par contre, ils disent, c'est utilisé comme un outil de management. C'est-à-dire que c'est utilisé, voilà, et de répression salariale. En gros, ça sert à contrôler tes salariés. Les salariés, ça c'est pas nouveau, ils ont des objectifs chiffrés. Par exemple, t'es vendeur à la Fnac, t'as des objectifs de chiffre, t'es livreur, tu dois livrer un certain nombre de colis, etc. Mais sur la qualité de service, tu peux pas mettre un chef dans le camion à côté du livreur pour vérifier qu'il fasse tout bien. Le génie des notes, entre guillemets, c'est de dire on va déléguer ce contrôle au consommateur lui-même. Ça coûte rien en boîte. Ça, c'est brillant et flippant. T'es certain que ton salarié ou le travailleur indépendant va bien se comporter, entre guillemets. Et donc, il va intérioriser le fait qu'il doit faire un certain nombre de choses pour être bien noté. Mais ça remplace pas les objectifs chiffrés. C'est qu'il doit le faire en plus des objectifs chiffrés. Et tous les salariés avec qui on a parlé nous disent que la grande violence, elle est là. C'est on te dit, il faut que tu livres X colis dans la journée. Souvent, effectivement, avec des cadences. Donc en plus, c'est un taf qui est fatigant. Hein. T'es entre ton camion, tu portes les colis, tu trouves pas les gens répondent pas, machin, etc. Mais en plus, il faut que tu fasses tous ces colis en étant sympa, attentionné, souriant, aimable avec chacun des clients. Et en fait, c'est impossible. Si tu fais tous tes colis dans la journée, à un moment donné, tu jettes les colis, tu prends pas le temps avec le client, tu lui montres pas, et donc tu as des mauvaises notes. Et par contre, à l'inverse, si tu veux avoir des bonnes notes et que tu prends le temps, tu fais pas tes colis. Et même donc, si tu arrives trop bien, on va te remettre des objectifs encore plus inatteignables. Voilà, exactement. Par ailleurs, voilà. Donc en fait, constamment, tu mets ton salarié en échec. Ce qui est d'une grande violence, c'est-à-dire que même s'il fait bien son taf, à un moment donné, il va pas atteindre les 2 objectifs. En plus, ils augmentent systématiquement la qualité à atteindre avec des scores qui deviennent délirants, des 9,4 sur 10, voilà. Et donc, tu es obligé d'être tout le temps en tension sur ces objectifs. Ouais. Donc, en plus de l'impact, évidemment, financier très direct, si ta note est juste pas très correcte, en fait. Ouais, il y a effectivement des risques psychosociaux, de stress et d'anxiété généralisée. Voilà, de savoir qu'en permanence, quelqu'un a, entre guillemets, t'as ton job entre ses doigts, juste s'il te met 3 sur 5, et psychologiquement, du coup, ça te matrixe, quoi. Ouais.
Ouais, c'est vraiment un système de contrôle, un système disciplinaire. C'est un outil de délégation du contrôle qui est très aérodynamique parce qu'il est très simple. C'est-à-dire que t'as pas l'impression vraiment de fliquer les gens quand tu mets une petite note à la fin d'un trajet, quand tu mets une petite note à la fin. Oui. Tu peux t'en servir pour plein de trucs, en fait. Tu peux t'en servir effectivement parce que la qualité de ta connexion, elle est pas bonne. Mais ça, le mec qui t'a installé la box, 9 fois sur 10, il est pas responsable de ça. Bah oui. Parce que, en fait, le problème, il est plus loin sur la ligne, parce que le problème, c'est que t'as pas souscrit à la bonne offre. Mais toi, à la fin, je comprends, le consommateur, il est pas content. Il met une mauvaise note. Il se dit, bah ouais, Orange, je vais leur dire que je suis pas content. Ma connexion, elle est pourrie. Oui, et tu dis, bah pour les futurs consommateurs. À un moment donné, voilà, moi je vais mettre 2 sur 10 pour leur faire comprendre que c'est pas bien. Mais en fait, le salarié qui va perdre 200 balles à la fin du mois, il y était pour rien. Donc il y a cette espèce d'injustice totale. On fait porter sur le salarié le poids de potentiel dysfonctionnement qui peut être absolument à tous les échelons, y compris de la faute du consommateur. C'est-à-dire que par ailleurs, c'est peut-être le consommateur qui ne sait pas se servir de sa box. Et je pense que dans la grande majorité des cas, c'est ça. C'est le génie et l'horreur de ce système, quoi. Je trouve ça brillant et flippant d'avoir externalisé ça et de laisser le consommateur noter tes salariés. Et en fait, c'est lui qui fait le tri pour toi entre les bons et les mauvais employés. Et du coup, bah, t'as quasiment plus besoin de ressources humaines et de management parce que bah, c'est nous qui faisons le boulot à la place de l'entreprise. C'est un peu le modèle Uber, c'est-à-dire t'as plus de middle management, ce qu'ils appellent, t'as plus de manager intermédiaire, t'as que le top manager, c'est-à-dire les mecs qui conçoivent l'appli, etc. Tes travailleurs ultra précaires, et entre les deux, t'as pas besoin de grand monde parce qu'effectivement, comme tu dis, le contrôle, c'est le consommateur final qui le fait directement, quoi. Et vous le dites bien, du coup, la note, ça court-circuite les discussions politiques. Parce que, désolé Michel, t'as pas de prime parce que t'as pas surperformé. C'est la vérité des chiffres. C'est pas ma faute, c'est le consommateur qui décide, quoi. Une bonne note, on associe ça à quelque chose qui est bien. Une mauvaise, c'est bien d'avoir une bonne note, c'est pas bien d'avoir une mauvaise note. Et ça, on l'a intégré depuis qu'on est, en gros, à la maternelle, quoi. Et donc ça, tu t'en défais pas. Ouais, la note, elle a ce côté faussement mathématique, objectif et tout ça. C'est le côté, on va prendre la subjectivité de tout le monde et on va en sortir une. Mais nous dans le livre, on prend notamment l'exemple des médecins pour montrer à quel point ça c'est absurde. C'est-à-dire que sur Google, donc vraiment la notation sur Google, c'est quasiment ce qui se fait de pire en cette notation parce que il y a aucun contrôle. C'est-à-dire que tu peux noter. Moi, je peux noter aujourd'hui un médecin à New Delhi, alors que j'ai jamais mis les pieds à New Delhi. Les médecins en général peuvent pas répondre puisque eux ils sont tenus au secret médical, donc tu peux pas répondre à un patient. Le simple fait de reconnaître que c'est ton patient, tu violes le secret médical. Et surtout, quand je mets 4 sur 5 ou 5 sur 5 sur Google à un médecin, qu'est-ce que je note? Quand je lui mets 1 sur 5, est-ce que j'ai mis 1 sur 5 parce que j'ai attendu un peu longtemps dans la salle d'attente, ou est-ce que j'ai mis 1 sur 5 parce qu'il était odieux avec moi et mes enfants, ou est-ce que j'ai mis 1 sur 5 parce qu'en fait il m'a très maltraité? Enfin, en fait, et donc à la fin, t'as une note agrégée des médecins sur Google qui veut absolument rien dire, qui va refléter des réalités complètement différentes. Alors les médecins les plus expérimentés, ils nous disent à la limite nous notre patientèle elle est déjà faite. Moi j'ai parlé avec une dermato par exemple qui me dit moi j'ai trop de monde dans mon cabinet, donc à la limite la note Google elle n'a pas grand intérêt, grande importance pour moi. Mais par contre des jeunes médecins qui s'installent en ville où tu peux avoir potentiellement une grande concurrence avec d'autres médecins, bah ils disent eux si quand tu t'installes t'as 2-3 patients qui d'entrée de jeu te déglinguent sur Google, bah potentiellement ça va tenir. Potentiellement tu vas avoir plus de mal à faire ta patientèle. Et donc ils nous disent il y a vraiment déjà aujourd'hui des systèmes de chantage, de pression, de patients qui disent bah vous allez me prescrire tel et tel examen ou tel et tel médicament même, sinon je vous déglingue sur Google. Et ça c'est des trucs qu'on a aussi entendu évidemment dans l'hôtellerie, dans la restauration, des clients qui se servent de la note pour prendre le pouvoir, pour faire du chantage. Ouais. Pourquoi est-ce que toi ça te tient à cœur de faire cette enquête sur les notes? Juste en une conversation avec un livreur, je me suis rendu compte qu'il y a 2 ou 3 trucs que je savais pas, et donc potentiellement que d'autres personnes ne savaient pas. Donc quand t'es journaliste, t'as cette envie du coup d'aller explorer des choses qui ont été... Et c'est vraiment un sujet qui a été très peu couvert. Nous, on a été vraiment étonnés avec XML de se rendre compte que c'était un truc qui était partout, et la littérature sur ce sujet est quasi nulle. Donc nous, on avait aussi ce truc de dire, bah là, on a un boulevard, quoi. Il y a quasiment rien qui a été écrit sur le sujet. Et par ailleurs, c'est un sujet qu'on trouve intéressant parce qu'il est un peu multifacette. Ouais. Ça dit plein de choses. Ça dit à la fois des choses très concrètes dans la vie des salariés. Ça dit des choses de notre société beaucoup plus larges d'un point de vue philo. Est-ce que toi, il y a des trucs, des raisons plus personnelles où ça te tient à cœur? Oui, il y a un côté sur l'injustice que ça peut créer. Ouais. Moi, me dire qu'il y a des gens qui perdent 200 € à la fin du mois pour des trucs qu'ils maîtrisent pas du tout. Ouais, pour moi c'est un sujet, quoi.
Et l'outil phare de la notation, c'est vrai qu'il s'est généralisé partout. C'est une seule question. De 0 à 10, recommanderiez-vous notre service à un proche? Ça s'appelle le Net Promoter Score. Et il n'y a aucune preuve scientifique que ça marche. Si tu peux nous en parler. Ouais, c'est un truc qu'on a découvert aussi en commençant à bosser dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les boîtes posaient quasiment la même question, avec le même barème, donc sur 10, comme tu disais. Et cette question, voilà, c'est ça. Est-ce que vous recommanderiez le produit, le service, la FNAC à vos proches? Cette question, elle a été vendue par un grand cabinet de conseil américain qui s'appelle Bain & Company, un des plus grands cabinets de conseil en stratégie du monde. Et elle dit, si vous posez cette unique question à tous vos clients, vous allez pouvoir prédire la croissance de votre entreprise. En gros, si vous obtenez des bons scores, votre entreprise va croître. Si vous obtenez des mauvais scores, vous allez avoir des problèmes. Et donc, il faut améliorer ce score pour améliorer la croissance de l'entreprise. Ouais. Juste ça pose plein de problèmes, puisque en fait, ça c'est un grand classique. À partir du moment où tu mets un indicateur et que tu dis si cet indicateur s'améliore, ton entreprise va croître, très rapidement, en fait, les salariés, les managers, etc., ils vont améliorer l'indicateur, ils vont pas améliorer le reste. La plupart des boîtes qu'on a consultées, ce qu'ils font, c'est que quand un client met une mauvaise note, ils se débrouillent pour que le client change sa note et il lui file des réductions, etc. Oui, et la qualité, Amazon, il te rappelle pour que tu annulles la qualité du service, la qualité du produit reste totalement inchangée. Et en fait, surtout, il y a des chercheurs très sérieux américains qui ont fait des études et qui ont regardé, effectivement, ils ont pris des données sur des énormes boîtes américaines et ils regardent est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux de recommandation d'une boîte, donc le NPS, et la croissance d'une boîte. Et ils disaient, c'est hallucinant, ça ne marche pas, ça ne prédit en rien la croissance des boîtes. C'est-à-dire, mathématiquement, il n'y a rien derrière. Ils ont même repris les chiffres que Bain avait fournis eux-mêmes, donc le cabinet de conseil, à l'appui de leur méthode. Ils disent, même là, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout est bidon, quoi. C'est vraiment juste un beau produit bien ficelé qui s'est vendu dans le monde entier. C'est-à-dire Carrefour, aujourd'hui, le salaire du PDG est indexé sur ce NPS et indexé sur la satisfaction client mesurée par le NPS. Parce que, en gros, c'est un outil que les patrons adorent parce que c'est très synthétique. C'est un seul chiffre. Et tu vois s'il augmente ou s'il diminue. Et comme on t'a persuadé que ça marchait, que ça prédisait vraiment ta croissance, tu gardes les yeux dessus. Tu dis, ah ouais, il faut absolument qu'il augmente. Et donc aujourd'hui, toutes les grandes boîtes françaises, tu peux demander à n'importe qui utilise le NPS. Alors qu'encore une fois, ça ne prédit rien, ça ne sert pas à grand chose. Moi, ça me fait penser à deux choses. Tu parles notamment d'une étude où effectivement ils ont étudié si quand toi tu recommandes quelque chose à tes proches, est-ce qu'ils vont vraiment l'acheter? Et en fait, pas du tout. Enfin, à part si tu parles beaucoup, si c'est des gens qui sont exactement qui te ressemblent beaucoup et que tu as fait ton achat très récemment. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, en fait, t'as pas trop d'influence sur les gens autour de toi. Non, c'est ça. Et puis par ailleurs, encore une fois, il y a plein de produits et services que tu aimes bien que tu recommandes pas. C'est-à-dire que par exemple, il y avait, je crois que c'était Microsoft qui utilisait le NPS. Et ils étaient là. Est-ce que vous recommanderiez le pack Office à votre famille? Ah non, je recommande pas le pack Office à ma famille parce que je m'en fiche en fait. Enfin, c'est juste, il y a un certain nombre de produits et services que je consomme. Non, mais voilà, que je consomme alors certains, oui, tel antivirus, il marche très bien. Ok, ça peut m'arriver mais c'est presque l'exception en fait. Et surtout, tu peux pas baser toute la stratégie de ton entreprise sur ce critère-là. Sauf que c'est le cas en fait. C'est un des chiffres pour mesurer la bonne santé d'une boîte. Donc dans les rapports faits aux actionnaires, tu vas avoir la progression du chiffre d'affaires, tu vas avoir, j'en sais rien, la marge et le NPS. Comme si c'était vraiment un indicateur très pertinent de la bonne santé d'une entreprise. Ce qui est, encore une fois, totalement absurde. Et le problème, c'est que autant dans la note, je sais pas, de ton livreur d'Arty ou dans ça, le Net Promoter Score, est-ce que toi, tu recommandes de 0 à 10 le service de la boîte? Tu as une espèce de compression maximale d'une réalité qui est complexe et multifactorielle, qui est compressée dans un tout petit chiffre sur lequel tu vas baser toute ta strat, alors qu'en fait, tu l'as dit, tu peux agréger plein de données subjectives de gens qui notent pas la même chose, qui sont subjectifs, qui sont pas légitimes pour en parler, qui sont même pas au courant, qui sont en train de le noter. Et en même temps, c'est hyper sexy côté décisionnel parce que tu te dis mais c'est bon, je sais exactement ce qui se passe sur le terrain, j'ai le pouls, alors qu'en fait pas du tout, quoi. En fait, t'écrases toute la complexité d'une organisation, ou d'un humain, d'un salarié, des salariés, de l'humain, de machin, dans un truc hyper synthétique, mais tellement synthétique qu'il veut, comme tu dis, il veut plus rien dire. T'ajoutes des carottes, des patates et un canapé, et à la fin, t'as une note qui te dit rien en fait, et pour autant, elle est utilisée pour justifier des décisions, pour justifier des pressions. Bon, on pense forcément effectivement à l'épisode de Black Mirror dont tu parlais, où les gens se notent entre eux.
qui fait aussi écho effectivement à la Chine et son projet de crédit social dans 40 villes où tu gagnes des points à chaque bonne action définie par l'État. Donc forcément, ça peut être contesté, mais si tu fais du bénévolat, tu gagnes des points. Si tu manifestes un peu trop, tu perds des points, clairement. Mais si tu as une bonne note, ça a des conséquences très concrètes, quoi. C'est pas juste... si tu as une bonne note, tu es prioritaire à l'hôpital. Si tu as une mauvaise note, on peut te refuser un emploi dans la fonction publique, voire t'interdire de prendre l'avion, quoi. Ouais. Après, ce qui est compliqué avec le système de crédit social chinois, c'est qu'en fait, c'est pas un système de notes. Il y a des systèmes de notes qui ont été expérimentés dans quelques villes, notamment Hongcheng, qui est une ville dans laquelle on est allé, où là, il y a vraiment un système de points. C'est vraiment, comme tu dis, tu ramasses les papiers dans la rue pour les jeter à la poubelle, tu gagnes 10 points. Tu jettes un papier par terre dans la rue, tu perds 10 points. Mais c'est pas du tout un truc high-tech, central, machin. C'est dans les quartiers, des gens qui ont des carnets et qui notent les bons points, les mauvais points. Et nous, on a parlé avec des habitants de Hongcheng qui disent, oui, bah voilà, moi j'ai tous mes points et donc je paye un peu moins cher ma facture de chauffage à la fin du mois. Ce qui est pas anodin, hein. Ouais. Mais par ailleurs, la grande majorité des gens qu'on croisait dans cette ville, qui est pourtant la ville pilote de ce truc, n'était même pas au courant que ce système existait. Et en fait, on a plaqué un peu le fantasme occidental Black Mirror sur la Chine, alors qu'en fait, alors à Pékin, à Shanghai, etc., il n'y a pas ces systèmes-là. C'est-à-dire que dans les grandes villes, dans l'immense majorité de la population chinoise, n'a jamais entendu parler du moins de système de notation, n'est même pas concerné par le moins de système de notation. Ils sont concernés par le système de crédit social, qui est en fait beaucoup plus un système de casier judiciaire centralisé. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, en gros, l'exemple qu'on nous prenait tout le temps là-bas, c'est tu crées une entreprise dans la province de Shanghai, tu payes pas tes fournisseurs, tu fais faillite, t'as des dettes partout, tu changes de province, tu vas dans la province de Pékin, tu peux refaire la même chose. Et en fait, t'es pas suivi par ton historique de crédit, par tes condamnations judiciaires éventuelles, etc. Et le système de crédit social, c'est ça, c'est tu crées une base de données centrale. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est un défi énorme par ailleurs en Chine, parce qu'encore une fois, on parle de 1,5 milliard de personnes. Et donc eux disent, nous, notre inspiration, c'est très simple, hein, c'est le crédit FICO aux États-Unis. C'est un système où tu peux consulter l'historique de crédit de quelqu'un et tu as une note de crédit. Est-ce que cette personne rembourse ou non ses dettes? Ils disent, nous, on comprend pas pourquoi les journalistes français, américains, vous êtes aussi fasciné par le crédit social en Chine, alors que nous, notre inspiration, c'est vous, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est pas un système de notation ou alors vraiment à l'extrême marge. Et en plus, ce qui a pas facilité les choses, c'est qu'on l'a confondu dans la couverture médiatique occidentale avec un système d'une entreprise privée, ça s'appelle le Sesame Score. Donc ça, c'est en gros une application de paiement. En gros, c'est plutôt un système de points de fidélité. On a pris ce qui se passait dans certaines villes, on a pris ce score Sesame, qui est dans l'application WePay, qui pour le coup est utilisée par tous les Chinois. Et on avait fait une espèce de glooby-boulga où on avait l'impression que tous les Chinois étaient notés en permanence, etc. Et nous, on est allé en Chine un peu avec cette idée de dire on va parler de ce système de notation chinois. Et on s'est rendu compte sur place que c'était pas un système de notation. Il y a des problèmes terrifiants de surveillance de la population en Chine, mais pas sur ça. C'est-à-dire qu'on se concentre pas sur les bonnes questions, quoi. C'est-à-dire que il y a une répression absolument terrifiante des journalistes, de tout ce que mais la notation, c'est beaucoup plus un sujet aux États-Unis qu'en Chine, en fait. Oui, c'est ça qui est trop marrant. C'est que, en fait, tu l'as dit, ils s'inspirent de nous. Et on en arrive à ces fameuses notes cachées. Apparemment, il y a plein de boîtes qui achètent des milliers de données sur toi, sur moi, sur tous les gens qui nous écoutent pour notamment calculer notre valeur en tant que consommateur. Combien tu gagnes, est-ce que tu as de l'influence sur ton entourage, etc. Tu peux nous en dire plus? Ouais, ça c'est beaucoup plus développé aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, notamment pour des questions réglementaires. C'est-à-dire que en Europe, on a quand même des lois de protection sur les données personnelles, le RGPD notamment, qui n'existe pas aux États-Unis. C'est pas bon pour le business, quoi. C'est vraiment le Far West sur ces questions-là. Et donc aux États-Unis notamment, tu as des grosses boîtes qui vont agréger toutes les données qu'elles peuvent sur toi pour calculer un certain nombre de scores. Alors on a parlé avec des avocats spécialistes de la protection des consommateurs qui disent on a déjà identifié jusqu'à une centaine de scores sur des millions d'Américains. Évidemment, tous ces Américains n'ont aucune idée qui sont notés, n'ont aucune idée de d'où viennent les données, de pourquoi elles sont collectées, etc. Et en gros, dans les grandes catégories de notes, on va avoir effectivement la note de potentiel. Ta note de potentiel client, c'est dans quel quartier t'habites, la composition de ton foyer, d'où tu viens, ton niveau d'études, voilà, exactement. Et en fonction de ça, certaines boîtes vont pouvoir voir quel est leur potentiel pour eux. Si t'es pauvre,
tu vas être à fort potentiel pour certaines boîtes qui typiquement font du crédit à la consommation. Parce que les gens qui gagnent bien leur vie, ils font pas de crédit à la consommation. Ils n'ont pas besoin d'emprunter à la fin du mois. C'est plus l'exception, quoi. Mais... voilà. À l'inverse, effectivement, la plupart des boîtes sont plutôt intéressées par des gens qui ont des gros revenus. Et donc, ça va finir en, quand t'appelles ta hotline pour ton assureur ou ton opérateur téléphonique, t'as un problème avec ta box, t'appelles ton opérateur. Si t'as un potentiel client qui est très important, c'est-à-dire que ils savent que t'es une grosse famille où potentiellement tu vas acheter des gros forfaits à chacun de tes enfants, tu vas avoir une super connexion fibre qui coûte plus cher, etc. Et quand t'appelles la boîte, t'as un bon score, ils vont te faire attendre quelques minutes. Le service client, ils vont tout de suite te passer quelqu'un d'un niveau élevé de compétences pour régler ton problème très rapide. À l'inverse, si t'as un forfait, le forfait d'entrée de gamme que tu vis tout seul, etc. Donc t'as un score de potentiel qui est pourri parce qu'en fait ils savent que tu vas pas changer de forfait, tu leur rapportes très peu d'argent et surtout tu leur rapporteras pas plus d'argent dans les années qui viennent. Et là tu vas attendre 2 heures, tu vas avoir un robot, tu vas être sur des centres d'appel délocalisés, etc. Et ça c'est des systèmes qui existent déjà aux États-Unis, c'est-à-dire des systèmes de filtrage du consommateur par des notes. T'as d'autres notes sur la fiabilité générale, donc on va calculer ta fiabilité, donc ça c'est notamment une boîte qui s'appelle Sift qui calcule ton score de fiabilité. Ça veut dire quoi, de fiabilité? Eux ils présentent ça comme un système de lutte contre la fraude, c'est-à-dire ils voient à quel point t'es quelqu'un de fiable. Après, qu'est-ce qu'ils mettent derrière fiable? Ils prennent un nombre de données qui est stratosphérique. L'avocate avec qui on parlait, elle a demandé son dossier aux États-Unis, il faisait 5000 pages, et il y avait toutes les commandes de nourriture qu'elle avait fait depuis 2014. Donc, par exemple, elle avait retrouvé qu'en 2014, régulièrement, elle commandait des brochettes de poulet. Et elle me dit, mais pourquoi le fait que je commande des brochettes de poulet se retrouve dans une note censée calculer ma fiabilité en tant que consommateur? En fait, voilà, c'est des boîtes qui vendent. Surtout, il y a 5000 pages sur toi qui circulent, quoi. Voilà, et par ailleurs, effectivement, alors c'est un tout petit peu moins vrai, encore une fois, en Europe. Ouais. Parce qu'on est un peu plus protégé. Et encore, alors que en même temps, moi j'ai regardé, j'ai un score Sift. Et ils avaient des milliers de lignes de données sur moi. Donc, et pourtant, je suis un citoyen français. Et ça, c'est légal. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que t'acceptes les conditions d'utilisation de plateformes américaines, soumis au droit américain. Alors, certes, qui opèrent en France, mais t'as aussi le Patriot Act américain qui fait qu'elles ont le droit de rapatrier un certain nombre de données sur toi aux États-Unis. Enfin, d'ailleurs, on lit jamais les petites lignes de ces. Mais donc, c'est plutôt légal, quoi. Il n'y a pas assez de contentieux. En fait, il n'y a pas assez de contentieux pour dire si oui ou non c'est légal que Sift est sur ses serveurs. Moi, ils avaient des billets d'avion à moi que j'ai pris il y a 10 ans. Ils avaient le moyen de paiement que j'ai utilisé, ma destination, mon horaire. Et c'est une boîte Sift que je connaissais même pas. Cette boîte-là a des données sur moi hyper critiques, hyper sensibles. Moyens de paiement, des trucs, des dates. Ils savaient à quelle heure j'avais pris un billet pour telle destination, combien de billets. Pourquoi cette boîte américaine a ces données sur moi, quoi? Pour calculer un score de fiabilité qu'elle vend ensuite à d'autres boîtes. Et donc, après, ce score de fiabilité, tu sais même pas quand est-ce qu'il va te bénéficier ou te pénaliser, parce que tu sais même pas qu'il existe. Donc, un jour, tu vas peut-être essayer de réserver une chambre d'hôtel, ça marchera pas. Et en fait, sans le savoir, c'est parce que ton score de fiabilité a été jugé trop bas pour cet hôtel. Peut-être parce que t'as un peu trop annulé de réservation, peut-être que, enfin voilà. Et tu sais même pas ce qui rentre en compte, tu sais même pas que tes notes, tu sais même pas que t'es noté, tu sais même pas que l'autre utilise ta note, et ça, à la limite, on te refuse une chambre d'hôtel, c'est une chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on peut aussi te refuser un logement, on peut aussi te refuser un emploi, on peut aussi te refuser un crédit en te basant sur ces notes. Wow. Là, ça a des impacts énormes sur la vie des gens, avec aucun contrôle de personne, un arbitraire total. Tu peux, à un moment donné, un employeur ou un bailleur peut dire, on va filtrer tout ce qui nous arrive en se basant sur des scores de fiabilité. Tant pis, il y aura peut-être des trucs fous et tout, mais ça nous fait un premier tri génial. On va enlever tout là. Et donc, t'as des gens. On te le dira même pas. Et on te le dira jamais. Et il y a aucune transparence sur ces algos. Et la troisième grande catégorie, c'est les scores policiers. Donc là, encore une fois, qui sont déjà utilisés par des grandes polices de grandes villes américaines. Là, c'est des scores de risque de crime. Donc, on va calculer, soit par quartier, soit par individu, la probabilité qu'un crime soit commis quelque part ou par quelqu'un. Et on va surveiller ces zones ou ces personnes. Et donc là, c'est pareil, on va prendre plein de données sur toi, plein de données sur ton quartier, et on va essayer de les corréler avec des données, des données sur les crimes aux États-Unis. Le problème, c'est que du coup, tu te retrouves à amplifier des problèmes, c'est-à-dire que si tu dis dans ce quartier, il y a des risques que des crimes soient commis, parce que dans le passé, il y a eu des crimes, tu vas envoyer plus de patrouilles, donc tu vas arrêter plus de gens dans ce quartier, et donc tu vas perpétuer ton algorithme qui fait que systématiquement, tu auras une présence policière à tel endroit, et donc potentiellement, tu arrêteras des gens, machin. Il y a même une histoire incroyable aux États-Unis d'un mec
qui s'est rendu compte qu'il avait un score de risque de crime très élevé, parce que les policiers sont venus le voir pour lui dire, voilà monsieur, vous avez un score, alors je sais plus comment ils appellent ça, de predictive policing élevé. On ne sait pas si vous allez être victime ou coupable d'un crime, mais votre score est élevé. Est-ce qu'ils distinguent pas les deux Pas forcément, ça dépend des Est-ce qu'il faut vous sauver ou vous mettre en prison? C'est un peu ça. Mais en gros, il lui disait ça. On ne sait pas si vous êtes victime ou coupable, mais du coup, on vous garde à l'œil parce que dans un cas comme dans l'autre, ça nous intéresse. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que du coup, lui, on a parlé, il a fait venir des médias pour dire, mais attendez, c'est quoi ce délire, etc. Okay. Comme ça a attiré l'attention sur lui, parce qu'il y a des gens dans le quartier qui l'ont vu avec des caméras, il a fini par se faire tirer dessus dans son quartier. Donc, en fait, là, on est vraiment dans la prophétie autoréalisatrice. Il y a eu un documentaire sur ce mec aux États-Unis, et l'histoire est complètement dingue. Enfin, pour le coup, c'est vraiment Minority Report. Tu prédis que quelqu'un va commettre un crime ou va être victime d'un crime avant que ça se produise, quoi. Et donc, du coup, tu utilises des données qui sont complètement biaisées pour un résultat qui, du coup, le sera forcément. Et ça, on le développe aussi dans le film. Attends, et pourquoi il s'est fait tirer dessus? Je n'ai pas compris. En gros, il s'est fait, de ce qu'on a compris de l'histoire, c'est qu'il s'est fait tirer dessus parce que des gens dans le quartier étaient pas très contents qu'ils ramènent des policiers et des caméras dans le quartier, quoi. Ah. Et puis, en fait, c'est surtout, au final, un outil pour séparer les riches des pauvres pour les boîtes. Et en fait, ça accroît les inégalités puissance 10 000, quoi. Ouais, tu utilises des données qui sont issues d'une société très inégale et donc tu renforces encore les inégalités avec, encore une fois, aucune transparence, aucun contrôle, aucun cadre législatif aux États-Unis là-dessus. Sachant qu'au départ, par exemple, pour la question des violences policières, c'est assez connu que forcément, si tu viens d'une famille plus précaire, avec plus de chômage, avec moins de services publics dans tel quartier, forcément, ça crée plus de criminalité, quoi. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu mets plus de budget dans les hôpitaux, dans les écoles, et pas comment tu mets plus de police à tel ou tel endroit pour... Ouais, sans parler des biais racistes où du coup, toi, t'estimes que, je mets bien sûr des guillemets, je sais pas, les Noirs commettent plus de crimes et du coup, tu vas aller plus les contrôler et du coup, c'est autoréalisateur de... Ouais, mais là, c'est toujours pareil, c'est la note qui permet plutôt que de dire, on va mettre plus de police dans les quartiers noirs de New York ou de Los Angeles, qui serait pas acceptable de dire ça, tu vas te cacher derrière dire, non, nous, c'est des scores. On a calculé, sans dire d'ailleurs vraiment comment ni pourquoi, on a calculé des scores qui disent que dans tel quartier, il y a un potentiel de criminalité plus important. Là, tu peux le justifier. Tu dis c'est mathématique et tout. Alors en fait, c'est toi qui as créé l'algorithme, donc tu l'as créé comme tu veux. T'as fait ton mélange dans ton coin. Mais ça permet de couper court à la discussion et de dire non, c'est mathématique, c'est scientifique. Ce qui est pas le cas. Est-ce que tu penses qu'on est protégé par la RGPD en France ou tous ces trucs de notes, ça peut nous arriver on l'est très un vite petit peu. C'est moins le Far West qu'aux États-Unis, en France. Après, encore une fois, moi je te disais, moi j'ai un score SIFT. Ce score SIFT, il est utilisé par des boîtes. Donc, on est quand même concerné par des scores cachés en France. Mais le problème, c'est que par définition, ces notes cachées, elles sont cachées. Et en fait, c'est hyper difficile de les documenter parce que évidemment, les boîtes communiquent pas là-dessus. Elles communiquent pas sur les scores qu'elles utilisent. Elles communiquent pas sur les scores qu'elles créent elles-mêmes. Il y a des boîtes aujourd'hui qui ont tellement de données sur toi. Enfin, tu vois, ma banque, si elle veut s'amuser à calculer un score sur moi, elle peut le faire. Elle sait tout de moi, ma banque. Elle sait exactement ce que j'achète, à quel moment, à quelle heure, d'où, machin, etc. Donc, je sais pas ce qu'elle fait avec ça. Normalement, elle a pas le droit de trop en faire. Après, est-ce que c'est plus toujours opaque, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a pas un moyen de détourner tout? Donc ça, c'est ça qui est compliqué, c'est que on sait que ça existe aux États-Unis, on sait que dans une certaine mesure ça existe en France, mais c'est très difficile à documenter parce que justement il n'y a pas de cadre législatif sur ça. Et aux États-Unis, t'as la FCC qui est le gendarme des télécoms, commence à se pencher assez sérieusement sur ça en disant là il y a peut-être un problème. Aujourd'hui, on est concerné par 100 scores différents, tous les Américains, personne ne sait à quoi ils servent. Donc peut-être qu'il va y avoir une législation aux États-Unis qui va permettre d'en savoir un peu plus sur ces scores. En attendant, les notes globalement tombent quasiment toutes dans des trous juridiques. Les employeurs se servent des notes pour faire des trucs qu'ils n'auraient pas le droit de faire. Sinon, trier tes salariés, écarter tes salariés, harceler tes salariés, la note est pas du tout régulée. Donc tu t'en sers pour faire des trucs que normalement t'aurais pas le droit de faire. Oui, parce que si tu te dis ok, il y a une mauvaise note, ok, peut-être que du coup faut que je laisse plus de temps à mes livreurs pour livrer leurs colis parce qu'en fait mon rythme il est trop élevé. Ou si c'est pour améliorer les conditions des gens, là ok, pas de souci. Mais en fait non, c'est juste pour écarter les gens et surtout les mettre sous pression constamment. C'est ça ouais. Et comment tu l'avais récupéré toi ton score? C'est Safe, la boîte aux US? Alors ça pour le coup, ça c'est grâce au RGPD. Qui est quand même une grosse protection, c'est que tu peux demander à n'importe quelle boîte quelles données ils ont sur toi. Donc moi j'avais fait la demande à SIFT, ça prend un peu de temps, ils ont un mois. C'est juste un mail. Ils ont un mois pour répondre. Ils m'ont répondu et j'avais le dossier, etc. Donc j'ai trop envie de faire ça, mais j'ai trop peur.
Les chercheurs t'encouragent. On avait parlé avec un chercheur qui a bossé sur ça. Ils disent faut que tout le monde fasse des demandes. Ouais. Parce que du coup, ça représente un coût pour les boîtes de répondre aux demandes. Et deux, pour se rendre compte de toutes ces données. Puis s'il y a beaucoup de gens qui commencent à leur demander, et vont peut-être se poser des questions, quoi. En fait, souvent, les boîtes arrivent qui font des scores, elles te disent c'est pas des données personnelles parce que c'est pas rattaché à une personne, c'est rattaché à un profil client où il n'y a pas forcément ton nom, c'est anonymisé, c'est pseudonymisé. Donc c'est pas des données personnelles. En fait, juste s'il y a mon adresse, mon numéro, facile, machin, etc. Ouais, bah même si t'enlèves 2 chiffres à mon numéro de téléphone, même si il n'y a pas écrit c'est Vincent Caucase, à la fin, si tu mets tout bout à bout, moi je considère que c'est moi, tu vois. Si t'as toutes mes commandes de bouffe, toutes mes commandes d'avion, de machin, de trucs. Puis même si tu te fais refuser un logement, pas parce que ils savent pas ton nom, mais parce que tu fais partie d'un groupe, ça revient même, quoi. Exactement. À la limite, je m'en fiche que ce soit une personne ou pas. Et donc en fait, c'est un des moyens de contourner le RGPD. Le RGPD, c'est sur les données personnelles. Si t'arrives à dire que c'est pas des données personnelles, t'es hors cadre RGPD. Et dans ce cas-là, tu peux faire des trucs. Est-ce que tu auras un mail type à nous donner pour... C'est hyper simple. C'est bonjour, je m'appelle X, je suis résident français, et donc soumis au RGPD, j'ai le droit à l'accès, modification ou rectification des données me concernant. Merci de m'envoyer toutes les données que vous avez sur moi. Ok. Et c'est ça en gros. Faites ça, mail, les gens qui et ça, tu peux l'envoyer à plein de boîtes. Et ils sont obligés par la loi de t'envoyer tout ce qu'ils ont. Donc il y a des gens qui avaient fait cette demande à Tinder, par exemple, une journaliste qui avait fait ou à Facebook, et c'est souvent passionnant parce qu'il y a plein de trucs auxquels tu penses pas. Tu te dis ah oui, en fait avec l'appli sur mon téléphone, ils avaient ma localisation à telle date, ils avaient. Moi, j'ai déjà fait. C'est une expérience qui est intéressante. Et par ailleurs, les boîtes sont obligées d'avoir un mail dédié à cette question. En général, c'est une adresse qui s'appelle DPO parce que c'est Data Protection Officer. Donc c'est DPO à Carrefour, je dis n'importe quoi. Hein, donc quand tu vas sur une page, tu as forcément un onglet, une page internet dédiée à la question des données personnelles, et tu as une adresse de contact. Ok. Bon, alors je pense qu'on a bien compris effectivement dans quel bordel on est. Mais du coup, alors à notre petite échelle, on fait quoi? Parce que si on met que des bonnes notes. Enfin, moi, déjà, chaque fois, je suis trop mal de mettre des mauvaises notes, je suis trop un bisounours. Mais je me dis, effectivement, la boîte, elle va juste augmenter les seuils à atteindre du mec. Et j'ai l'impression que la réponse, elle peut être que collective et qu'on a besoin de syndicats, de législation, de gens dans la rue pour plus de transparence et encadrer tout ça. Par exemple, en Allemagne, effectivement, les syndicats ont gagné et réussi à ce que Zalando, l'entreprise de fringues, arrête. Elle avait un système de feedback à 360 en interne où tous les salariés se notaient en permanence et en fait, ça crée une compétition extrême et de stress et d'anxiété permanente, quoi. Nous, on arrive exactement à cette conclusion, c'est que d'un point de vue individuel, en tant que consommateur, alors oui, tu peux refuser de noter. Oui, tu peux donner la note max. Mais dans les deux cas, t'as vite une limite. C'est-à-dire que si tu notes pas, potentiellement, tu peux pénaliser certains salariés. Certains salariés, ils ont des objectifs à atteindre en taux de réponse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de gens qui les notent, ils perdent leur prime non plus. Donc en ne les notant pas, potentiellement, tu rentres aussi dans le jeu de la boîte. Pareil, comme tu dis, moi longtemps, ma stratégie c'est plutôt de mettre la tonne maximale en me disant au moins je pénalise pas de salariés. Effectivement, tu fais monter artificiellement un petit peu c'est pas du tout optimal. Et effectivement, le seul moyen, c'est la lutte syndicale, c'est l'organisation syndicale, c'est déjà connaître ces systèmes. Nous, c'est notre démarche aussi. Avant même de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces systèmes, c'est déjà les décrire, savoir qu'ils existent, savoir comment ils fonctionnent, etc. Ça, c'est un peu la première étape. Ça, les syndicats font ce boulot. Certains chercheurs, nous aussi, on essaie de le faire à notre échelle. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, nous, on pense que ça passe forcément à un moment donné par la loi. Il y a besoin de mettre des limites. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec des notes? Qu'est-ce qu'on a le droit de calculer? Ce qu'on n'a pas le droit de calculer? Ça, malheureusement, ça prend toujours beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est pas encore un sujet politique, c'est pas encore un sujet législatif. Nous, on espère que ça va le devenir. C'est aussi un peu le sens de notre travail, mais pour l'instant, ça l'est pas. Ça l'a été un petit peu, effectivement, t'as raison, avec Zalando en Allemagne. Il y a eu un gros débat en Allemagne quand on s'est rendu compte que Zalando demandait à ses salariés de se noter entre eux. Et tu peux nous raconter cette victoire? En gros, il y a le plus gros syndicat allemand qui s'appelle Verdi, qui s'est associé avec des chercheurs, notamment des sociologues, pour faire un rapport sur Zalando et sur un outil qui s'appelle Zonar, qui est un outil de notation entre salariés. Ce qui est très fréquent en France aussi, quoi. Oui, ce qui se développe vraiment, ça c'est vraiment un peu le dernier truc à la mode dans la notation, c'est demander aux salariés de se noter entre eux. Donc t'as les clients qui notent les salariés,
les salariés qui se notent entre eux. Donc t'es Ouais. vraiment, c'est pas que comme ça t'es pas noté que quand t'es face au client, mais tu peux noter aussi des cadres qui sont dans un open space. Ouais, parce Ouais. que là il y a un côté un peu plus Black Mirror pour le coup. Sauf en que fait, ça crée plein de systèmes de copinage, de bien sûr, tu crées de- des de- Azonar, il disait il y avait ce de truc harcèlement. où du coup tu te forçais à sourire toute la journée à tout le monde, que tu savais pas qui allait mal te noter. Puis tu triches, quoi. Si tu me notes bien, Ouais, je te note bien. voilà, exactement. Ou alors, ils se mettaient d'accord pour descendre quelqu'un, parce qu'en gros, les promotions, après, dépendaient des notes que tu avais. Oui. Tu pouvais te mettre d'accord avec 10 personnes pour descendre quelqu'un pour pas qu'il monte, et à l'inverse, faire monter quelqu'un à l'intérieur du groupe. Tu vois bien que ça crée des dynamiques qui sont pas saines. Et du coup, ça note plus du tout ce que c'est censé noter, quoi. Voilà. Et donc, ce rapport fait par Verdi et des chercheurs allemands a vraiment eu un impact médiatique très fort en Allemagne et même en delà. Il y a eu des articles dans la presse française parce qu'il y avait un décalage trop grand entre l'image que veut se donner Zalando, Ouais. entreprise cool, inclusive, start-up, machin, et ce truc de flicage généralisé entre salariés. Et ils ont été obligés de reculer, quoi. Ils ont modifié leur système, qui est plus du tout un système de notes. Donc ça, c'est une vraie victoire victoire syndicale par la pression médiatique, par la pression publique. Ouais, ça, c'est une piste, quoi. C'est juste en expliquant comment fonctionne le système qui s'est effondré parce que la boîte pouvait pas l'assumer, en fait. Ouais, en termes d'image. Ouais. Merci, Vincent. Merci à toi. Si vous voulez voir le docu, du coup, rendez-vous sur le site de Slash. Ouais. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Il y en a plein parmi vous qui sont pas abonnés et ça m'aide énormément. Ciao Vincent, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao.